C'est à boire qu'il nous faut, saison 3, épisode 3. Votre balado vino. Salut! Bienvenue à C'est à boire qu'il nous faut, saison 3, le balado qui vous fait découvrir le monde du vin et vous donne envie de faire voyager vos papilles gustatives. Moi, c'est Émilie Sénécal, votre animatrice, et je suis accompagnée de la sommelière Charlotte Ariel-Richard. Bonjour! Dans cet épisode, on vous apprend comment est-ce qu'on fabrique le vin. On va voir en détail les étapes de fabrication, de la cueillette jusqu'à la mise en bouteille. C'est parti! Alors, j'ai devant moi une belle grappe de raisins rouges et une belle grappe de raisins verts, des raisins de table, bien sûr. Charlotte, on va mettre les choses au clair tout de suite. Est-ce que c'est vrai que les raisins foncés donnent du vin rouge et que les raisins verts donnent le vin blanc? De manière générale, oui. En fait, la couleur du vin dépend de la peau du raisin en tant que tel. Et selon le type de vin qu'on fabrique, on va utiliser la peau de manière différente. OK. En fait, la peau du raisin, on peut un peu comparer ça à une poche de thé, là. Plus tu laisses macérer longtemps ta poche de thé, plus le thé, dans ce cas-ci, le vin va être coloré. Peux-tu nous donner un exemple? Oui, bien sûr. Par exemple, pour le vin rouge, on veut garder la peau pour donner une belle couleur à notre vin. On va laisser macérer la peau avec le jus et la chair du fruit. Mais pour le vin blanc, par exemple, c'est autre chose. On veut seulement garder la chair et pas la peau. Et pour les vins rosés, les vins oranges? Pour les rosés, les rosés, en fait, se font généralement parlant avec des raisins rouges. On va donc laisser tremper la peau quelques temps. Puis, quand on obtient la couleur qu'on veut, on retire la peau comme encore notre poche de thé. Mm-hmm. Pour les vins oranges, c'est un peu le même principe que les vins rosés. Donc, on les fabrique cette fois-ci, par contre, avec des raisins blancs. Okay. Et on garde la peau, puis on enlève la peau de raisin quand la couleur est là. Alors finalement, la couleur du vin rose, rouge, c'est fait donc avec des raisins foncés. Et le vin blanc et orange, c'est les raisins plus pâles. C'est le mélange peau-pulpe qui fait la couleur. Exactement. Bon, chose réglée. OK, merci d'avoir été des nôtres. Bye bye. Hey, là, Émilie, c'est pas fini. Non. C'était une feinte. Poursuivons. Alors, est-ce qu'on pourrait résumer, simplifier les étapes de la viticulture? Non, vini. Ah, je me trompe tout le temps. La viniculture, donc la fabrication du vin. Résume-moi, est-ce que tu pourrais me résumer ceci en quelques étapes? Oui, bien sûr. On pourrait résumer les étapes de fabrication en disant 5 points. Donc, étape 1, préparation du raisin. Étape 2, fermentation/macération. Étape 3, période de repos. Étape 4, embouteillage. Et étape 5, mise à la cave et ou commercialisation. OK, donc 5 étapes, très faciles, aussi facile qu'une recette de Ricardo. C'est ça, Émilie, aussi facile. Mais il peut y avoir des sous-étapes différentes, j'imagine. Oui. Par exemple, pour le mousseux, on embouteille un peu plus tôt. On laisse reposer en bouteille pour que ça fasse de belles petites bulles. Mais oui, le mousseux, c'est un peu plus compliqué là, comme fabrication. Donc, on va dédier un épisode complet, en fait, sur le mousseux. Ah bon, alors, allons voir ensemble qu'est-ce qui se passe en détail dans ces 5 étapes de la viniculture. Je me suis trompée tout à l'heure. On va se concentrer surtout sur la fabrication du vin rouge, du vin blanc, du vin rosé et du vin orange parce que comme tu as dit, c'est des processus un peu plus simples. Et le mousseux, on va voir ça dans d'autres épisodes. Donc, commençons par le début. Étape 1, la préparation du raisin. Oui. Alors, le raisin, quand il a fini d'être récolté, là, les fameuses vendanges qu'on parlait au dernier épisode, quand les raisins arrivent au chai, le bâtiment agricole du vignoble, la première étape, c'est la séparation des baies de raisin de la grappe. Donc, comment on fait ça? En fait, c'est qu'on les met dans une machine à égrapper, puis les baies vont passer dans cette machine-là, en fait, qui va séparer les baies de la grappe par vibration. Et après ça, les baies de raisin s'en vont sur ce qu'on appelle la table de tri, qui est aussi une table vibrante. Puis là, en fait, on va venir à la main enlever toutes les baies qui sont plus ou moins belles parce qu'on ne veut pas contaminer le futur jus, futur vin. Mais parce qu'un raisin pas joli pourrait pas être assez bon? En fait, s'il y a
un goût de pourriture à la base là, dans le raisin. Ça va Mhm. se refléter éventuellement dans le vin. Et puis, c'est comme dans un orchestre, Émilie. Dès qu'il y a un violoniste qui sonne faux, tout sonne faux. Donc, OK, je vois. il faut vraiment enlever les raisins qui sont pas beaux. Et là, dépendamment de quelle couleur de vin on veut, les raisins vont pas subir le même sort. Mon Dieu, on dirait une histoire de chair de poule. Pauvre petit raisin. Qu'est-ce qui va leur arriver? Les raisins vont se faire écrapoutir. C'est plutôt les raisins blancs qui vont se faire écrapoutir parce qu'on a un procédé qu'on appelle le pressurage direct. Pour les rouges, tant qu'à eux, ils vont aller directement dans la cuve et c'est en fait la gravité qui va s'occuper de les écrapoutir. Donc, faire du vin là, en l'écrasant avec ses pieds, là, comme dans ce qu'on voit dans les bandes dessinées, là, c'est un mythe? Oui et non. C'est une tradition qu'il y avait par le passé. Là. C'était comme ça qu'on faisait le vin. Encore aujourd'hui, il y a quelques vignerons qui utilisent encore cette technique-là. Qui prennent leurs pieds? Oui, qui prennent leurs pieds. Mhm. Ils se désinfectent avant. Ben oui, là, évidemment. parce que pour eux, c'est comme la COVID tout le temps. Là. En fait, cette technique-là, ça permet de faire éclater la baie de raisin sans l'écraser complètement. Donc, c'est un peu plus doux, en fait, comme type de façon de faire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies, en fait, qui s'occupent de faire ça. Puis, mais juste un petit commentaire, là, elle devait avoir les pieds rouges, hein, parce que, vous Oui, savez... ça tâche. Oui, parce qu'après la photo qu'on a fait pour le balado, on baignait dans un jus de raisin, ben j'ai eu les ongles rosés un bon moment. Ça devait prendre quelques jours, en effet. Puis en plus, tu sais, ils ne devaient pas se laver trop souvent au Moyen-Âge non plus. Là. Donc, quelques semaines peut-être avant que ça redevienne la couleur normale. Mais bon. Puis après, c'est ça. Si c'est un vin blanc qu'on a fait le pressurage direct, là, ce procédé-là, c'est qu'on va presser le raisin pour en retirer seulement le jus parce qu'on ne veut pas que, On veut pas la justement, peau. on veut pas que la peau donne une teinte au vin blanc. Donc, Sauf s'il s'agit de vin orange. de vin orange, là, on va procéder à une macération. Mais en fait, le raisin blanc, peut-être que le vigneron va décider de laisser les peaux macérer avec le jus quelque temps, mais de manière générale, là, on fait vraiment ça. Donc, on presse le raisin. Par la suite, on va prendre que le jus qui va aller dans les cuves pour partir la macération. Aspirant chef, je vous demanderai de tout arrêter, s'il vous plaît. J'ai une annonce à vous faire. Ce processus de poche de thé s'appelle la macération pelliculaire. Pelliculaire comme pellicule, dans le sens de petite peau qui macère. Elle peut durer 24 heures, comme plusieurs jours, voire des mois. Oui, chef! Oui, chef! Bon, OK. Là, on a réglé la question de la préparation du raisin. Maintenant, on est prêt à passer à l'étape 2, la fermentation. Qu'est-ce qui se passe pendant la fermentation? C'est bien simple, la fermentation. C'est une réaction chimique qui se produit à une température et une pression contrôlée dans différents types de cuves. Donc, on a soit des cuves en inox, en béton, en amphore, en barrique de bois, etc. Là, dans le fond, il y a plusieurs contenants dans lesquels on peut faire la fermentation. Puis, en fait, le procédé veut que c'est la transformation des sucres présents naturellement dans le jus de raisin en alcool et en échange, on produit du gaz carbonique et de la chaleur. Et ce travail-là, en fait, est réalisé par des levures. Et ça permet également de produire les liaisons chimiques nécessaires pour libérer les arômes du vin. Puis quand tu parles de levure, là, c'est pas comme la levure à pain Fleischmann. Quel genre de levure? Bien, les levures, en fait, ce sont des micro-organismes déjà présents dans l'environnement de la vigne, déjà présents même sur la pellicule du raisin. Les levures, il y en a partout autour de nous. Hein. Ben oui. Ça permet au vin de refléter son terroir dans le produit fini. Il y a des vignerons qui décident d'ajouter des levures pour assurer une bonne fermentation ou mieux la contrôler. Mais il y a aussi le principe de pied de cuve. Ça, c'est quand le vigneron garde des jus dont la fermentation a commencé de manière spontanée. Comme ça lui permet d'alimenter les autres jus qui ont plus de misère. Il les alimente en levure. Puis, ça lui permet de contrôler un peu plus sa fermentation tout en gardant les levures naturellement présentes dans l'environnement. Sinon, quand est-ce que ça se termine, la fermentation? Est-ce que c'est quand il n'y a plus de sucre disponible pour les levures?
On peut dire ça, mais tu sais, il va toujours rester un peu de sucre dans le vin. Là, la législation européenne ordonne pour les vins secs un maximum de 4 grammes de sucre par litre. OK. C'est ça, il va toujours rester un peu de sucre résiduel, mais tout au long de la fermentation, on vérifie le taux d'alcool du vin avec un densimètre qui nous mesure la densité du liquide ou nous donne le pourcentage d'alcool atteint. Et puis, les levures, en fait, meurent tranquillement au fur et à mesure que le pourcentage d'alcool augmente. Puis c'est à ce moment-là que la fermentation arrête. On peut aussi arrêter la fermentation avec du sulfite. Ah, le fameux Ouais, sulfite. exactement. Contient des sulfites. Ou par la baisse de température. Parce que si on a une température trop basse ou trop haute, les levures vont arrêter de fonctionner. Donc, c'est une technique, par exemple, qui est utilisée pour arrêter la fermentation pour les mousseux, qui va continuer en bouteille par la suite. Donc, OK. Donc, j'imagine qu'après la fermentation, ben là, il faut filtrer le produit. Parce qu'il va y avoir des petites levures mortes ou il peut rester des résidus de peau de raisin, tout ça. Est-ce que c'est ça qu'on fait? Ça dépend, en fait. Pendant la fermentation, on va retrouver 2 couches dans la cuve. Donc, au-dessus, on a le mort, qu'on appelle aussi le chapeau. Donc, ça, c'est la partie solide du vin. Et puis, on a le mou, qui est la partie liquide. Et puis, on va arroser le chapeau avec le mou en cours de route pour dégager plus d'arômes. Ça, c'est le processus qu'on appelle le remontage. Puis, il ne faut pas tomber dans la cuve. Non, c'est ça, parce que, attention, le gaz carbonique, là, ça te pique le nez quand ça monte. Là. J'ai fait l'erreur en Italie là, de respirer du vin, là, puis ça vient tuer toutes tes... Ça brûle. Ah, c'est terrible. Fait que, il y a déjà eu des accidents, hein, tu savais, des gens qui sont tombés dans le cuve, qui sont morts de ça, asphyxiés, évidemment que ça dégage de gaz carbonique. Il faut faire attention, c'est pas des blagues. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, on laisse souvent les levures pour la période de repos, dépendamment du style de vin qu'on souhaite avoir. Donc on ne va pas nécessairement tout filtrer. Ou pas tout de suite, en tout cas. OK. Et là, on arrive donc à l'étape 3, comme tu as dit, la période de repos. Et c'est là que la magie opère. Oui. Donc, on prend le mou de raisin et on le met en barrique de bois. Donc, à ce moment-là... Des gros tonneaux. Ça dépend de la grandeur, mais c'est... on peut imaginer un tonneau quand on dit barrique. Oui, exactement. OK. Et puis, dans le fond, le jus de raisin, à ce moment-là, c'est devenu du vin. Et puis, donc, c'est sûr, le vigneron pourrait décider de le mettre soit dans des barriques de bois ou le laisser dans un contenant plus neutre, comme l'inox, par exemple. Puis, la période de repos, en fait, ça vient complexifier le goût du vin. Donc, on laisse vraiment le vin le vin peut se complexifier soit par les levures qu'on a laissées dans le vin, un élevage qu'on va appeler élevage sur lie. Donc ça veut dire qu'on a laissé la lie dans le vin, puis ça vient complexifier les arômes de cette manière-là. Mm-hmm. Ou encore, on met le vin en barrique de bois. Puis là, le vin peut aussi faire une transformation malolactique. Attention, ce segment pourrait comporter des mots pouvant ne pas convenir aux oreilles chimico-sensibles. Une transformation malolactique. Oui. Peux-tu nous expliquer ça? Ça, en fait, c'est le mot chimique fancy là, pour dire qu'il y a une transformation levurienne entre 2 acides. En fait, l'acide malique, qui est un acide primaire du raisin, va se transformer en acide lactique, ce qui va donner des arômes lactés au vin. Là. Les arômes de yogourt, oui? Oui, c'est vrai. Mettons, si on prend l'exemple du chardonnay, par exemple, un vin blanc qui a souvent fait sa malolactique, c'est un vin qui va donner ce type d'arôme-là, un peu de yogourt, de beurre. Et il y a différentes façons de contrôler cette transformation-là, parce qu'encore une fois, dépendamment du vin que l'on veut faire, on veut encourager cette transformation-là ou pas. Et pour le bois, peut-être avez-vous déjà entendu l'expression « élevé en fût de chêne ». Oui. Eh bien, ça, c'est que le vin est reposé dans un tonneau de chêne, justement. Et c'est le bois le plus commun, mais... et dépendamment de quelle forêt dans le monde le bois provient, il va avoir un goût différent, dépendamment de sa porosité. Donc, dans le monde du vin, on fait souvent référence au bois français, qui est moins poreux, et au bois américain, qui l'est un peu plus et dégage un peu des arômes de vanille. Mais on voit aussi de l'acacia, du bois de cerisier. Il y a quelques expérimentations aussi à base de bois d'érable. Oh, intéressant. Ouais. Donc, on peut avoir différents types de bois qui vont amener des goûts différents au vin. Et on peut aussi griller l'intérieur de la barrique en bois pour donner d'autres saveurs. Puis ça s'appelle le toastage. Donc, en d'autres mots, il y a
il y a d'autres facteurs qui influencent le goût du vin, comme le fait d'utiliser une barrique neuve ou usagée. La taille des tonneaux peut aussi jouer. Puis plus la barrique est grosse, moins elle a d'influence parce qu'il y a moins de surface en contact avec le vin. OK, donc si on utilise une petite jeune toastée, ben là, il y aurait une plus grande influence sur le goût, finalement. C'est ça. Les petites jeunes toastées ont beaucoup de goût. OK. Est-ce qu'on utilise des amphores encore aujourd'hui, de la poterie? Oui, surtout avec les vins oranges, là, on voit cette Une mode-là. nouvelle mode. Ouais, mais qui est une nouvelle mode. Comme toute mode, en fait, c'est une vieille tradition qui revient au goût du jour. Mais oui, les amphores amènent une oxygénation du vin qui est extraordinaire. Donc, ça vient Oui, parce que elle a changer. une surface plus poreuse. Exactement. L'air a plus de facilité à rentrer en contact avec le vin. Donc, ça permet de diversifier les arômes. Puis combien de temps on laisse le vin reposer dans sa barrique, dans son amphore? Là, c'est le vigneron qui choisit. C'est sa signature. C'est ça qui fait en sorte que chaque vin est différent d'une même région, d'un même terroir. Ça peut être X jours comme X mois. Là. C'est vraiment lui qui choisit. Donc, le vin se repose, mais pas le vigneron, finalement. En effet, le vigneron ne se repose jamais. Même qu'il doit aller brasser une fois de temps en temps le vin, principe technique qu'on appelle le bâtonnage ou houillage. Ce sont des procédés qui peuvent être faits dépendamment du résultat voulu. Donc, si on laisse un vin non houillé, ça va donner un style un peu plus oxydatif. Donc, on va avoir certains types d'arômes de noix, par exemple, qui vont apparaître dans le vin, comparativement à un vin qui a été houillé. Là, on va peut-être être plus sur le fruit ou les levures qui étaient dans le fond de la barrique. OK. Et là, on sort le jus, le vin des barriques pour le mettre en bouteille et on arrive à l'étape 5. Oui, tout à fait. Le vin s'est bien reposé, il a gagné en arôme. Maintenant, on le met en bouteille pour le commercialiser. Et saviez-vous que la bouteille de verre pour vin aurait été inventée au 17e siècle par Sir Kenelm Digby, un Anglais, et que Château-Aubryon à Bordeaux est le premier vin à faire mention de commercialisation en bouteille en 1660. Le Bordeaux et les Anglais sont initialement liés là, dans leur histoire respective et on leur doit notamment la grandeur standard de 750 millilitres. OK. Donc, quand Jacques Cartier est arrivé en Amérique en 1534, théoriquement, il ne pourrait pas avoir des bouteilles de verre avec lui dans son bateau. Non. Le transport se faisait dans ce temps-là en barrique. Donc, ouais. non, exact. Pour les vins rouges, souvent, on les voit dans des bouteilles foncées, puis les vins blancs dans des bouteilles translucides. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Par le passé, la couleur verdâtre brunâtre du verre était choisie pour sa qualité opaque. Pour éviter les rayons du soleil. Exactement. Puis, le vin étant protégé de la lumière, mais ça faisait en sorte qu'il était protégé également de développer des défauts reliés à la lumière. Donc, ça pouvait modifier le goût parce et qu'il y a des l'altérer, molécules qui réagissent aux rayons UV. Exactement. Mhm. Puis ça devient un défaut dans le vin. Là. On le sent à un arôme de chou-fleur d'habitude. Oh, puis, chou-fleur! Ouais, chou-fleur. Et aujourd'hui, on choisit la couleur selon le reflet du vin pour le mettre en valeur. C'est vraiment une question de marketing parce que maintenant, puis on le sait que la lumière altère le goût du vin, donc on essaie le moins possible de le mettre sous la lumière du jour. On en arrive maintenant à notre question du public. J'ai ici la question de Gaétane de Boisbriand. Est-ce que c'est vrai que les vins à twist cap sont plus cheap que les vins avec bouchon de liège? Intéressant. Très intéressant, en effet. Merci, Gaétane. Le liège est apparu grâce au commerce des Anglais à Porto au 18e siècle. Mais il y a d'autres histoires aussi qui disent que c'est peut-être Dom Pérignon en Champagne qui aurait vu les commerçants espagnols boucher la barrique avec du liège. Il aurait eu l'idée de boucher la bouteille de champagne avec ça. Oui, parce que le liège était autrefois aussi utilisé pour fermer d'autres contenants. Exactement. C'est probablement les Anglais ou Dom Pérignon qui ont popularisé en fait l'usage du bouchon de liège
parce qu'il était plus stable dans le temps, puis on s'est rendu compte qu'il était aérobique, puis ça permettait au vin de mieux vieillir. Mais maintenant, les forêts ont besoin de temps pour se renouveler. Il y a de plus en plus de vignobles dans le monde, donc on a besoin de beaucoup plus de liège. Et puis, La planète a des ressources finies. Exactement. C'est ça. Alors, il a fallu se tourner vers d'autres options un peu plus modernes, comme par exemple le twist cap. Mais on ne sait pas, en fait, encore l'impact sur le vieillissement de la bouteille, justement parce que c'est une invention du 21e siècle. Mais pour répondre à la question de Gaétane, en fait, c'est pas parce que c'est plus cheap qu'on utilise le twist cap. Il y a un bon exemple, par exemple, Jeffrey Grosset, dans le Clare Valley, dans le sud de l'Australie, qui était un pionnier du twist cap sur ses Riesling. Et Jeffrey Grosset, c'est un des meilleurs vignerons du monde. Donc, c'est un bon exemple de l'utilisation du twist cap. Ben oui, quelque chose qu'on peut faire aussi avec les bouchons de liège, c'est des beaux bricolages, des belles œuvres d'art. Dans mes balades, là, au Renaissance, le friperie Renaissance, ben moi, j'en vois souvent des œuvres d'art en liège. En bouchon de liège, oui, ça, j'en ai jamais acheté. J'en ai jamais acheté. Mais un jour, je vais le faire. Sinon, il y a peut-être êtes-vous de ceux qui accumulent vos bouchons dans une grande jarre. Toi, Charlotte, qu'est-ce que tu fais avec tes bouchons à la maison? Ben, pas grand-chose. Ils sont dans un pot pour faire des arrangements floraux, mais j'en ai fait un babillard aussi. Ah, donc t'es une crafty Je suis une crafty du liège, là, ouais. Mon Dieu, j'ai hâte que tu vendes ça sur Etsy. Ça va partir comme des petits pains chauds. Je pense, OK, je vais m'essayer. Ah là là. Bon, on va vous faire un épisode spécial sur le fétichisme du bouchon de liège, mais revenons à la mise en bouteille. Alors, on verse le vin, on ferme le bouchon et après... Mais attends, Quoi? D'ailleurs, là, Ouais. comment on le verse? À la main? Si on a des grandes bouteilles, là, comme des Jéroboam ou des Nabucodonosor, là, qui sont l'équivalent de 15 bouteilles dans une même bouteille, ça, on le fait à la main avec un entonnoir. Mais sinon, c'est mécanisé maintenant. Mhm. Donc, Mais quand même des petites productions qui font ça à la main. souvent, même si on est une petite production, on n'a pas une machine embouteillée directement dans notre chai. On va faire affaire avec la coop du coin pour embouteiller le vin. Donc, ça passe dans une machine, en fait, qui va qui va mettre les étiquettes sur la bouteille, va sceller le bouchon, puis OK. mettre le vin dedans. Donc, pas exactement dans cet ordre-là. là. Ouais. OK, puis après, donc, le vigneron garde certaines bouteilles en cave pour les Oui. faire vieillir. Il y a des législations qui obligent le vieillissement en bouteille au vignoble avant la commercialisation. OK. Donc, dépendamment également de où on se retrouve, dans quelle appellation. Par exemple, la Rioja en Espagne, qui, elle, demande pour les réservas d'avoir 2 ans minimum en bouteille au chai avant commercialisation. Donc, c'est ça. Dépendamment de qu'est-ce qu'on veut faire, encore une fois, on laisse la bouteille en cave. Puis l'année qu'on voit sur l'étiquette, c'est l'année de la vendange ou c'est l'année... C'est l'année de vendange. Donc, le millésime, c'est l'année où on a récolté le raisin. Ça renvoie automatiquement au terroir et chaque millésime va être différent, dépendamment de quel climat on a eu cette année-là. Mhm. Quand on connaît bien le vin, on va associer certains millésimes à de grands millésimes ou à de petits millésimes. C'est fou, hein, le pouvoir de la météo. C'est incroyable. Hein? Mère nature, Sur mon là. humeur, comme sur le vin. C'est déjà la fin. Merci de nous avoir écoutés. C'est maintenant le moment de vous donner la réponse à la question quiz du dernier épisode. Alors, la question était, d'après vous, quel est le pourcentage de vin blanc et de vin rouge produit au Québec? Et quelle est notre consommation de vin québécois en litres? Au Québec, on produit 40 % de vin blanc et 35 % de vin rouge. Les rosés représentent tant qu'à eux 16 % de la production. Et pour notre consommation annuelle, sur les 30 bouteilles bues en moyenne par consommateur, on boirait seulement environ 1 % de vin québécois. Il me semble que c'est pas beaucoup. Non, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, pour la question du prochain épisode, voici, Charlotte. Quel cépage est le plus planté au Québec? J'en ai aucune idée, moi, personnellement. Sur ce, si vous avez des questions pour Charlotte, des commentaires, des propositions, n'hésitez pas à nous les partager. Merci, à bientôt et bonne dégustation. Ciao!
Donc, Émilie, au Québec. Dis juste au Québec, OK. 40% de notre production, c'est du blanc. C'est du blanc. OK, t'as raison. Je vais dire ça comme ça. Émilie. Non, pas Non, Émilie. Donc, au Québec, 40% de notre production. Donc, au Québec, 40% de notre production. Attends. Qu'est-ce qu'il faut dire? On produit. On produit 40%. Au Québec, Émilie, on produit 40% de vin blanc et Quoi? Qu'est-ce qui était pas correct? Qu'est-ce qui était pas correct, là? Dis pas mon nom. Donc... On est fatigués, là. Donc, au Québec...